Bonjour à tous, l'invité des Échos a commencé sa carrière dans la distribution avant d'effectuer un grand virage en 2003 et de prendre la direction de Direct Énergie, le fournisseur alternatif d'électricité et de gaz, le troisième en France. Xavier Caïtucoli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors le but de Direct Énergie, c'est un peu de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de participer à cela ? Alors c'est l'un des buts, effectivement. Le pouvoir d'achat est une préoccupation centrale aujourd'hui. Et au cœur de cette préoccupation, l'énergie occupe une place considérable, puisque l'énergie prend une place de plus en plus importante dans la consommation des ménages, mais pas que, des professionnels également. Et de ce point de vue-là, nous avons pour ambition de permettre à nos clients de mieux consommer. Mais quand je dis mieux consommer, c'est effectivement moins cher. C'est effectivement de consommer moins cher, mais également de mieux consommer. On est à l'aube de ce que certains appellent une transition énergétique. Moi, je préfère utiliser le terme de transformation ou de révolution énergétique. Et dans ce cadre-là, la mission d'un nouvel acteur tel que nôtre, d'un nouvel opérateur tel que Direct Énergie, c'est de conseiller ses clients, de leur montrer le chemin pour mieux consommer et choisir des offres qui leur soient véritablement adaptées, en termes de pouvoir d'achat, mais également en termes de services à valeur ajoutée. Alors c'est la proposition de tous les fournisseurs alternatifs d'électricité. Aujourd'hui, ils ne représentent que 7%, un petit peu plus de 7% de part de marché. Qu'est-ce qui explique cette lenteur dans la croissance de ces fournisseurs ? Et oui, c'est bien dommage. L'une des explications principales réside, je crois, dans le fait que la communication sur l'ouverture du marché a été loupée, pour une raison simple. En tout cas, Et à qui en revient l'erreur ? Je pense qu'il n'y a pas eu de campagne d'information grand public organisée par les institutions, ni les pouvoirs publics, ni le régulateur, ni le médiateur n'a engagé de grandes campagnes de sensibilisation et d'information. Et aujourd'hui, on est dans une situation où près de la moitié des Français ne savent pas que changer de fournisseur, ce n'est pas pour les autres. Tout le monde peut changer de fournisseur d'électricité et de gaz, et tant que tout le monde n'aura pas conscience de ça, effectivement, l'ouverture du marché sera un petit peu lente. Mais qui, selon vous, a orchestré justement ce manque de communication, ce silence, cette omerta presque ? Il n'y a pas eu, je crois, d'orchestration, mais C'est pour protéger peut-être EDF ? je ne pense pas qu'il y ait eu de volonté particulière de protéger EDF. Quand on est un fournisseur tel que Direct Énergie, notre concurrent, vous savez, c'est pas véritablement EDF en électricité ou GDF Suez en gaz. Notre concurrent, c'est les idées reçues, les a priori et les conservatismes. Et on est un pays, malheureusement, où les idées reçues et les conservatismes sont nombreux. Et donc c'est contre ça que nous devons chaque jour nous battre pour nous développer. Alors aujourd'hui, donc les fournisseurs alternatifs sont à 7% et quelques de part de marché. Quelles sont vos prévisions ? À quelle hauteur pourrait-on arriver d'ici 1 an, 2 ans ou 5 ans ? Je peux vous dire ce que nous ambitionnons de faire. Nous sommes le troisième acteur sur ce marché, le troisième acteur de l'électricité et du gaz. Nous livrons plus d'1 million de clients sur le marché résidentiel et professionnel. Et nous avons pour ambition de doubler de taille d'ici à 2017-18, à cet horizon-là. Ce qui veut dire qu'il est vraisemblable qu'à cette date-là, les parts de marché qui aient quitté l'opérateur historique se trouvent autour de 15 ou 20%. Alors, un des nouveaux projets également de Direct Énergie, c'est cette centrale de gaz naturel à Landivisiau en Bretagne que vous avez remporté, un contrat que vous avez remporté en partenariat avec Siemens. Vous avez eu quelques obstacles en chemin. On a l'impression que la Bretagne ne vous réserve pas un très bon accueil. Est-ce que c'est vrai ? Au contraire, je crois que la Bretagne nous réserve un très bon accueil. Nous avons remporté un appel d'offres qui était déjà le fruit d'une large concertation menée en Bretagne. Dès 2010, la Bretagne a mis en place un pacte électrique breton pour sécuriser son système électrique qui est en bout de ligne et qui est donc fragile. La Bretagne produit 10% de l'électricité qu'elle consomme et ça la met dans une situation de dépendance forte. Et nous avons remporté un appel d'offres en 2012 et globalement tout le tissu économique, les élus, la population, le territoire de Landivisiau sur lequel nous nous implantons nous accueillent de manière extrêmement favorable. Il y a évidemment quelques oppositions, mais quelques oppositions assez virulentes quand même, et assez visibles. Qui sont assez virulentes et assez visibles, mais qui, je crois, n'ont pas de grande légitimité démocratique. En revanche, notre problème, et c'est bien ça qui est dommage, surtout dans la situation particulière
qui est celle de la Bretagne. Nous construisons notre centrale à Landivisio, c'est-à-dire dans la communauté de communes même, qui est malheureusement, tristement à l'affiche en ce moment, puisque c'est dans cette même communauté de communes que vient de fermer l'abattoir GAD. Et bien dans ce contexte-là, nous avons une enquête publique qui vient d'être décalée pour une problématique strictement réglementaire, une évolution de la réglementation. Ce fameux millefeuille administratif, justement, est-ce que vous en êtes victime? On en est victime parce que personne, aucun de ceux qui font les règlements et les lois ne se préoccupe de l'impact d'une réglementation ou d'une nouvelle loi sur le temps de l'industriel. Et en l'occurrence, voilà un projet qui, pour une préoccupation réglementaire, pour une évolution réglementaire qui n'a aucun effet protecteur supplémentaire sur l'environnement ou sur le territoire, voilà que notre projet est décalé de 9 mois à 12 mois. Et 9 ou 12 mois pour un projet, c'est considérable. C'est 9 à 12 mois supplémentaires qu'il faut attendre pour créer des emplois, pour avoir des recettes fiscales et pour que les entreprises locales aient des marchés pendant la construction. C'est très très important. Est-ce que vous prévoyez toujours du coup une mise en service d'ici à 2016 ou 2017? Nous prévoyons une mise en service en 2017 et ce qui est terrible, c'est que cette centrale, je vous le disais, on a commencé à en parler en 2010, elle sera opérationnelle en 2017, il aura fallu 7 ans pour construire une centrale, je trouve que c'est énorme. Et combien d'emplois comptez-vous créer sur place? La phase chantier verra plusieurs centaines de personnes travailler, sans doute entre 800 et 1000. Et ensuite, en régime d'exploitation, ce sont des centrales très automatisées. C'est entre 50 emplois directs et une cinquantaine d'emplois indirects supplémentaires. Merci beaucoup, Xavier Kaït-Collis. À bientôt.